Et tout dit. La guerre silencieuse du palais. Il y a des rivalités qui se règlent à voix haute, dans les journaux, devant les caméras. Et il y a celles qui se jouent dans le silence des couloirs, entre deux portes fermées, à quelques mètres du bureau présidentiel. Depuis 2018, une de ces guerres silencieuses agiterait le cœur du pouvoir camerounais. 2 hommes, 2 titres, un même palais. Et selon plusieurs sources rapportées par Jeune Afrique, une rivalité qui n'aurait jamais vraiment cessé. Mais ce n'est pas tout. Cette tension, si elle est confirmée dans son ampleur, ne concernerait pas seulement 2 carrières individuelles. Elle toucherait, selon le média, à l'équilibre même du régime à un moment particulièrement sensible, celui où Paul Biya, âgé de plus de 90 ans, séjourne loin de Yaoundé. Alors, qui dirige réellement Etoudi aujourd'hui? La question, posée par plusieurs observateurs, reste ouverte. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au début de l'année 2018. À l'époque, Martin Belinga Eboutou dirige le cabinet civil de la présidence de la République. C'est un poste stratégique, discret, mais central, celui qui organise l'agenda du chef de l'État, filtre les dossiers, orchestre l'accès au président. Pour des raisons de santé, Martin Belinga Eboutou doit quitter ses fonctions. Une succession s'ouvre alors. Et selon Jeune Afrique, cette succession n'aurait rien eu d'anodin. D'après le média, la première dame Chantal Biya aurait soutenu, à ce moment-là, la candidature d'un homme de son entourage, Oswald Babok. Une candidature logique, dans la mesure où l'influence de l'épouse du président sur les nominations de proximité présidentielle n'est un secret pour personne à Yaoundé. Mais voilà, le choix final ne lui reviendrait pas entièrement. Car c'est un autre nom qui sort des arbitrages présidentiels. Samuel Mvondo Ayolo, alors ambassadeur du Cameroun en France, est nommé directeur du cabinet civil. Une surprise, selon Jeune Afrique. Oswald Babok, de son côté, se retrouve relégué au poste d'adjoint dans ce même cabinet. Un scénario qui, sur le papier, ressemble à une simple nomination administrative. Mais à Yaoundé, rien n'est jamais tout à fait simple. Retenons ces faits datés et vérifiables. En 2018, changement à la tête du cabinet civil. En 2018, nomination de Samuel Mvondo Ayolo. En 2018, maintien d'Oswald Babok à un rang subalterne. Ce sont les éléments établis. Tout ce qui suit relève de l'interprétation, de la lecture des rapports de force. Et c'est précisément ce que nous allons interroger. Partie 2. Le conflit, les tensions. Selon Jeune Afrique, cette nomination aurait immédiatement créé une ligne de fracture. D'un côté, Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil. De l'autre, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence depuis plus longtemps encore, est considéré par de nombreux observateurs comme l'un des hommes les plus puissants de l'appareil d'État camerounais. Sur le papier, les 2 fonctions devraient se compléter. Le secrétariat général coordonne l'action gouvernementale et les grandes décisions administratives. Le cabinet civil gère, lui, l'environnement direct du président. 2 rouages d'une même mécanique. Mais d'après les informations rapportées par Jeune Afrique, la réalité serait tout autre. Les 2 hommes évolueraient, depuis 2018, dans une logique de suspicion réciproque plutôt que de collaboration. Pourquoi une telle tension? C'est là que le récit devient plus complexe et plus sensible. Selon des sources proches de la présidence citées par le média, Samuel Mvondo Ayolo serait perçu, qu'il le revendique ou non, comme une figure attachée au clan Bulu, la famille élargie de Paul Biya, originaire du sud du pays. Une appartenance qui l'opposerait, structurellement, au cercle constitué autour de Chantal Biya, cercle dans lequel évolueraient justement Ferdinand Ngo et Oswald Babok. Il faut ici être prudent. Ce ne sont pas des appartenances officielles, des cartes de parti ou des déclarations publiques. Ce sont des lectures, des grilles d'analyse proposées par des sources et reprises par la presse. Mais si elles s'avéraient fondées, elles révéleraient quelque chose de beaucoup plus large qu'une simple mésentente de bureau. Une rivalité qui recouperait des équilibres régionaux et familiaux, profondément enracinés dans l'histoire du pouvoir camerounais depuis des décennies. Et ça, ce n'est pas rien. Ce climat de suspicion se serait par ailleurs diffusé au-delà du seul cercle présidentiel. Selon Jeune Afrique, les 2 hommes entretiendraient des réseaux d'influence rivaux, jusque dans les rangs du gouvernement dirigé par Joseph Diongut. Autrement dit, ce ne serait pas seulement une affaire de palais. Ce serait, potentiellement, une affaire d'appareil d'État tout entier, traversée par 2 logiques d'allégeance parallèles. Mais alors, comment un gouvernement peut-il fonctionner sereinement dans un tel contexte? La question mérite d'être posée. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. C'est ici que cette histoire devient particulièrement intéressante. Parce qu'au-delà des noms qui circulent et des ambitions supposées, une question beaucoup plus importante apparaît.
Que se passe-t-il réellement au sommet de l'État lorsque le président est physiquement éloigné du centre du pouvoir? Depuis le mois de juin, Paul Biya séjournerait en Suisse. Une présence prolongée à l'étranger qui, il faut le rappeler, n'est pas totalement inhabituelle dans la pratique présidentielle camerounaise. Mais forcément, plus l'absence dure, plus une question revient dans les conversations politiques. Qui tient réellement les commandes à Yaoundé pendant ce temps? Et c'est là que le nom de Ferdinand Ngo revient régulièrement. Selon une analyse rapportée par Jeune Afrique, le secrétaire général de la présidence jouerait à Yaoundé un rôle particulièrement important, au point d'être décrit comme une sorte de régent. Le mot est lourd, mais il faut immédiatement le replacer dans son contexte. Il ne s'agit pas d'une fonction officielle prévue par la Constitution. Personne ne s'est levé un matin pour dire « Aujourd'hui, nous nommons un régent ». Non. Le terme chercherait plutôt à décrire, selon le média, une situation de fait, celle d'un responsable qui, en raison de sa position stratégique au cœur du palais, pourrait exercer une influence considérable sur la gestion quotidienne de l'appareil administratif lorsque le chef de l'État est loin. Et au Cameroun, vous connaissez la chanson. Quand le chef est absent, tout le monde affirme que les affaires continuent normalement. Mais derrière les portes des bureaux, chacun veut savoir qui reçoit les appels, qui transmet les instructions et surtout qui a le dernier mot. C'est précisément là qu'intervient Samuel Mvondo Ayolo. D'après une source proche du dossier cité par Jeune Afrique, le directeur du cabinet civil du président aurait, en plus de la gestion du quotidien présidentiel en Suisse, un autre rôle particulièrement sensible. Observer ce qui se passe à Yaoundé et notamment surveiller les agissements attribués au camp Ngo. Si cette information était confirmée, on aurait alors une configuration assez particulière. Paul Biya en Suisse, Ngo à Yaoundé et Mvondo Ayolo quelque part entre les deux, avec l'œil tourné vers Yaoundé. C'est presque du football politique version Cameroun. Le président est hors du stade, un joueur contrôle le milieu de terrain, un autre surveille les mouvements adverses depuis la tribune, et tout le monde attend de savoir qui va finalement tirer le pénalty. Plus sérieusement, cette configuration suggérerait surtout l'existence d'un système de précaution. L'idée serait, selon cette lecture, d'éviter qu'une absence physique du président ne se transforme en liberté totale pour ceux qui restent au centre du pouvoir. Autrement dit, le président peut être loin, mais son autorité doit continuer à peser sur les décisions importantes. Et c'est précisément cette mécanique qui devient intéressante lorsqu'on introduit un autre nom dans l'équation, Franck Biya. Depuis plusieurs mois, son nom est régulièrement associé aux discussions sur l'avenir politique du Cameroun et sur l'hypothèse d'une éventuelle vice-présidence. Attention toutefois, les spéculations politiques ne constituent pas une nomination. À ce stade, il faut donc distinguer clairement ce qui est officiellement établi de ce qui relève des analyses, des sources et des hypothèses. Mais selon Jeune Afrique, Samuel Mvondo Ayolo se serait progressivement rapproché de Franck Biya. Et si ce rapprochement était effectivement en train de se consolider, il pourrait devenir politiquement significatif. Pourquoi? Parce qu'un homme qui occupe une position aussi proche du président et qui se rapproche parallèlement d'un personnage présenté par certains observateurs comme pouvant jouer un rôle dans l'avenir du pouvoir camerounais pourrait forcément attirer l'attention. Une source citée par le média va même plus loin en décrivant Samuel Mvondo Ayolo comme quelqu'un qui aurait longtemps essayé de rester au-dessus de la mêlée, avant d'être, selon cette même source, forcé de descendre dans l'arène. Et cette formule résume assez bien le climat supposé du palais. Officiellement, les institutions fonctionnent. Politiquement, les équilibres seraient en mouvement. Parce qu'au Cameroun, il existe une règle non écrite assez particulière. Tant que la bataille n'est pas déclarée, personne ne reconnaît qu'il y a une bataille. On parle de collaboration, de loyauté, de continuité de l'État, de travail institutionnel. Pendant que, dans les couloirs, les observateurs cherchent à comprendre qui parle à qui se rapproche de qui et surtout qui pourrait compter demain. La véritable question devient donc moins « qui est avec qui ?» que « qui pourrait être capable de construire une coalition suffisamment solide pour influencer la prochaine étape ?» Pour l'instant, aucune certitude ne permet de dire que Samuel Mvondo Ayolo aurait définitivement choisi un camp, ni que Franck Biya serait assuré d'obtenir une quelconque fonction. Ce serait allé beaucoup trop vite. Mais une chose est certaine. Dans une période où la question de la succession occupe de plus en plus les conversations politiques, chaque rapprochement devient un signal potentiel. Et c'est peut-être cela le plus fascinant dans cette affaire. Au sommet de l'État, les grandes décisions ne sont pas toujours annoncées avec tambour et trompette. Parfois, elles commencent par une rencontre, un déplacement, un changement de proximité, puis les observateurs commencent à compter les chaises autour de la table. Et pendant que le Cameroun attend de savoir qui occupera demain les postes stratégiques, les différents acteurs, eux, semblent déjà regarder la carte politique. La question est donc simple. Le rapprochement entre Franck Biya et Samuel Mvondo Ayolo n'est-il qu'une relation politique parmi d'autres, ou pourrait-il devenir l'un des éléments importants du futur rapport de force? Pour le moment, personne ne peut l'affirmer. Mais une chose est certaine.
Dans la politique camerounaise, quand tout le monde dit que rien ne se passe, c'est souvent à ce moment-là qu'il faut commencer à regarder attentivement ce qui se passe. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Il y a quelque chose de presque théâtral dans la manière dont certains systèmes politiques organisent la gestion du pouvoir. Au Cameroun, surtout lorsqu'il est question du sommet de l'État, on découvre parfois un curieux mélange entre administration officielle et diplomatie des couloirs. Sur le papier, les institutions existent, les fonctions sont définies, les responsabilités sont réparties. Mais dans les commentaires politiques, les sources anonymes et les analyses médiatiques, apparaît souvent une autre carte du pouvoir, celle des proximités, des fidélités, des réseaux et des fameux camps. Et c'est là que commence le spectacle. Parce qu'au Cameroun, on peut avoir une institution parfaitement officielle, et autour d'elle, une véritable galaxie d'influences officieuses. Un directeur qui surveille un secrétaire général. Un secrétaire général qui surveille les dossiers. Un collaborateur qui surveille les collaborateurs. Et quelque part au-dessus de tout ce petit monde, le président qui, lui, ne commente presque jamais les commentaires. C'est presque devenu une spécialité nationale. Tout le monde sait quelque chose, mais personne ne sait officiellement rien. Vous demandez, qui décide? On vous répond, le chef de l'État. Vous demandez, et en son absence? Petit silence. On regarde à gauche. On regarde à droite. Puis quelqu'un murmure, il faut voir avec le palais. Et voilà. Le dossier est devenu plus mystérieux qu'un concours administratif dont les résultats sont déjà connus, mais que personne n'ose publier. Plus sérieusement, cette situation renvoie à un problème beaucoup plus profond. Lorsque l'essentiel de la décision politique est concentré autour d'une figure centrale, toute absence de cette figure peut provoquer une multiplication des interrogations. Qui coordonne? Qui arbitre? Qui transmet? Qui interprète? Et surtout, qui peut parler au nom du sommet sans dépasser la ligne rouge? C'est là que la méfiance devient presque une méthode de gouvernement. On ne laisse pas forcément une personne gérer seule. On place quelqu'un à côté, puis quelqu'un derrière, puis quelqu'un auprès du président. Et finalement, chacun surveille un peu tout le monde. Résultat, on ne sait plus très bien si l'on assiste à une organisation administrative extrêmement sophistiquée ou à une réunion permanente de copropriété politique où chaque voisin possède les clés de la porte, mais personne ne sait qu'il y a le double. Et cette logique ne concerne évidemment pas uniquement les personnes dont les noms apparaissent aujourd'hui dans les analyses. Elle dépasse largement les individus. Elle concerne un système. Un système dans lequel la confiance institutionnelle peut parfois sembler moins importante que la confiance personnelle. Un système dans lequel être proche du centre du pouvoir peut devenir presque aussi important que le poste officiellement occupé. Et lorsque la question de la succession commence à circuler, cette mécanique devient encore plus sensible. Parce qu'une succession politique, ce n'est pas simplement une question de fauteuil. C'est une question de réseau. Une question de continuité. Une question de fidélité. Et parfois même, une question de survie politique pour ceux qui ont construit leur carrière autour du système actuel. C'est pourquoi chaque rapprochement devient intéressant. Chaque nomination est analysée. Chaque déplacement est commenté. Chaque photo devient potentiellement une pièce du puzzle. Même une poignée de main peut recevoir plus d'analyse qu'un budget national. Vous voyez deux personnalités ensemble, immédiatement, les spécialistes des réseaux sociaux commencent leur travail. Ils étaient ensemble pourquoi? Une troisième personne apparaît sur la photo? Nouveau débat. Un quatrième acteur manque? Voilà, c'est confirmé. Confirmé quoi? Personne ne sait. Mais c'est confirmé quand même. C'est cela aussi, la politique spectacle. Et pourtant, derrière cette satire, il y a une vraie question démocratique. Car dans une république moderne, les institutions devraient fonctionner indépendamment des relations personnelles entre les individus. Le citoyen devrait pouvoir comprendre qui décide, dans quel cadre, avec quelle responsabilité et selon quelle procédure. Lorsque les décisions semblent dépendre principalement de la proximité avec le sommet, le système devient beaucoup plus difficile à lire. Et quand le système devient difficile à lire, les rumeurs remplissent naturellement le vide. C'est presque mathématique. Moins d'informations officielles égale plus de spéculations. Et plus les spéculations augmentent, plus chaque acteur politique devient suspect aux yeux des observateurs. Voilà pourquoi le silence peut parfois devenir un acteur politique à part entière. On ne confirme pas. On ne dément pas. On laisse les gens parler. Et pendant que les réseaux sociaux font leur travail, chacun construit sa propre version de l'histoire. Au Cameroun, cette culture du non-dit produit parfois des scènes assez particulières. Un responsable est aperçu avec un autre. On parle d'alliance. Un responsable ne salue pas suffisamment chaleureusement un autre. On parle de rupture. Un décret tarde à sortir.
On parle de guerre de clans. Une nomination intervient. On parle de victoire d'un camp. Et si finalement rien de tout cela n'était vrai, eh bien, on recommence le lendemain. Parce que la politique, elle, continue. C'est un peu comme suivre un match de football sans feuille de match. Vous voyez les joueurs courir, vous voyez les passes, vous voyez les changements, mais personne ne vous explique vraiment les consignes du coach. Et c'est précisément là que notre satire doit s'arrêter devant une réalité importante. Il ne faut pas confondre analyse politique et certitude. Lorsqu'un média évoque une rivalité, cela reste une information à contextualiser. Lorsqu'une source parle d'un rapprochement, il faut le présenter comme tel. Lorsqu'un observateur évoque un clan, il faut distinguer son interprétation des faits établis. Parce qu'en politique, surtout au sommet de l'État, une hypothèse répétée 100 fois peut finir par ressembler à une vérité. Et c'est justement là que le journaliste doit garder la tête froide. Car derrière les noms de Ngo, Mvondo Ayolo, Franck Biya ou d'autres personnalités, il y a surtout une institution, l'État du Cameroun. Et derrière cette institution, il y a des millions de citoyens qui ne suivent pas nécessairement les batailles de palais. Ils veulent savoir autre chose. Qui va améliorer leur quotidien? Qui va renforcer l'économie? Qui va créer des emplois? Qui va améliorer les services publics? Qui va répondre aux préoccupations de la jeunesse? Qui va donner davantage de visibilité à la diaspora? Voilà les véritables questions. Parce qu'au fond, le citoyen ordinaire ne se réveille pas chaque matin en demandant « Aujourd'hui, quel clan a gagné 3 mètres dans le couloir du palais ?» Il demande plutôt « Est-ce que mon salaire va augmenter? Est-ce que mon enfant trouvera du travail? Est-ce que les routes seront praticables? Est-ce que l'administration fonctionnera mieux? » Et c'est là que la succession prend tout son sens. Le problème n'est pas seulement de savoir qui remplacera qui. Le véritable enjeu est de savoir quel système viendra après. Si demain une nouvelle personnalité arrive au sommet, mais que les mêmes mécanismes de centralisation, de silence et de dépendance personnelle restent en place, alors le changement de visage ne signifiera pas nécessairement changement de système. On aura simplement changé le personnage principal. Le décor sera toujours là. Les coulisses seront toujours là. Et peut-être même les mêmes acteurs derrière le rideau. Voilà pourquoi la question de la vice-présidence, si elle devait réellement se concrétiser, mérite d'être regardée avec beaucoup plus de sérieux qu'une simple bataille de noms. Car une vice-présidence pourrait, selon son organisation et ses prérogatives, devenir un instrument de clarification institutionnelle. Ou au contraire, devenir un nouveau centre de pouvoir. Tout dépendrait de la manière dont cette fonction serait conçue et exercée. Et là encore, le Cameroun devra répondre à une question fondamentale. Veut-on simplement créer un nouveau fauteuil ou construire une véritable architecture institutionnelle pour l'avenir? Parce que les fauteuils, au Cameroun, on sait les fabriquer. Ce qui est plus difficile, c'est de savoir qui doit s'y asseoir, avec quelles règles, pour combien de temps et avec quelles responsabilités. Conclusion. Alors, qu'avons-nous réellement dans cette histoire? Nous avons d'abord un contexte politique marqué par des interrogations croissantes autour de l'avenir du pouvoir. Nous avons ensuite un président dont l'absence prolongée du territoire alimente naturellement les spéculations sur le fonctionnement quotidien du sommet de l'État. Nous avons, selon les informations rapportées par Jeune Afrique, des rôles présentés comme particulièrement importants autour de Ferdinand Ngo et de Samuel Mvondo Ayolo. Nous avons également le nom de Franck Biya, régulièrement évoqué dans les discussions sur l'avenir politique du Cameroun. Mais attention, nous n'avons pas encore la photographie complète du puzzle. Et c'est précisément là qu'il faut être prudent. Une analyse médiatique n'est pas une décision présidentielle. Une source proche d'un dossier n'est pas un décret. Une rumeur insistante n'est pas une nomination. Et une hypothèse politique, même répétée partout, reste une hypothèse tant qu'elle n'est pas confirmée par des éléments vérifiables. Mais si ces informations reflètent effectivement une recomposition progressive des rapports de force autour du sommet de l'État, alors une chose devient évidente. La question de l'après-Biya ne peut plus être analysée uniquement à travers les discours officiels. Il faut aussi regarder les équilibres. Les institutions, les alliances, les profils qui montent, ceux qui disparaissent progressivement des premières lignes. Et surtout, les nouvelles responsabilités qui pourraient être créées pour organiser la continuité du pouvoir. Parce que le véritable suspense n'est peut-être même pas de savoir qui sera vice-président. Le véritable suspense est de savoir ce que cette vice-présidence pourrait changer dans l'équilibre du pouvoir camerounais. Est-ce que ce serait une fonction essentiellement protocolaire? Un véritable numéro 2? Un mécanisme de préparation de la succession? Ou simplement une nouvelle pièce ajoutée à une architecture institutionnelle déjà complexe? Pour l'instant, beaucoup de questions restent ouvertes. Et pendant que les observateurs scrutent les couloirs d'Etoudi, les Camerounais, eux, attendent surtout des réponses concrètes. Parce qu'au bout du compte,
le pouvoir n'est pas seulement une affaire de palais. Il appartient aussi à ceux qui vivent les conséquences des décisions prises dans ces palais. Alors, que pensez-vous de cette recomposition supposée autour du sommet de l'État? Le rapprochement évoqué entre Franck Biya et Samuel Mvondo Ayolo pourrait-il réellement peser sur l'avenir politique du Cameroun? Ou sommes-nous simplement devant une nouvelle saison de ce grand feuilleton camerounais où, chaque semaine, un nouveau nom apparaît dans le casting? Et surtout, si une vice-présidence devait réellement voir le jour, quel profil faudrait-il privilégier? Un homme de consensus, un technocrate, une personnalité politique expérimentée ou une figure capable de préparer une véritable transition institutionnelle? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et surtout, ne vous contentez pas de regarder les titres. Regardez les faits, comparez les sources et faites-vous votre propre opinion. Vous êtes sur Camé News, l'espace où l'actualité politique camerounaise est décryptée avec sérieux, recul, et parfois avec cette petite dose de satire qui permet de regarder les coulisses du pouvoir sans perdre le sourire. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo autour de vous. Parce qu'au Cameroun, une chose est certaine, le rideau peut rester fermé très longtemps, mais le spectacle, lui, continue toujours derrière.